Bien, donc bienvenue sur cette nouvelle séance du conseil municipal. Je vais d'abord faire l'appel. Bertrand Hillon présent, Frédéric Dulac, Tristan Jacques, Laurence Renard absente, pouvoir à Magali Douce, Roberto Drapron, Émilie Stella absente, pouvoir à Frédéric Dulac, Arnaud Boutier, Magali Douce, Jean Tanserel, Eliane Goliot, Brigitte Boucher, Denis Guyard, Raymond Bescot, Yolande Grosbon, Fabienne Belinveille, Patrick Marquet, Guérigon Deyer, absente pouvoir à Eliane Goliot, Denis Vergniaud, Slimane Mohala, Christelle Guillard, Marie-Pierre Striolo, absente pouvoir à Denis Guyard, Salem Labrague, absent pouvoir à Roberto Drapron, Charles Renard, absent pouvoir à Arnaud Boutier, Nicolas Largès, Jean-Luc Fargier, Thérèse Malem, Lionel Limman, absent, Caroline Lignoux, Isabelle Salomé. Le quorum est atteint. Nous allons donc pouvoir démarrer cette séance. Qui souhaiterait être secrétaire de séance? Magali Douce. Pas d'autres candidats. Donc Magali Douce est notre secrétaire de séance. Je dois vous informer par un message que j'ai reçu à l'instant, juste avant le démarrage de cette séance du conseil municipal, de la démission de Lionel Lindemann. Et donc je joindrai au compte-rendu la lettre de démission qu'il m'a faite parvenir. Voilà, à sa demande. Et donc la prochaine installation de conseiller municipal aura lieu donc sur le prochain conseil municipal. Voilà. Nous passons donc à l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 31 janvier. Je n'ai pas reçu de demande de modification, donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Refus de vote? Unanimité, merci. Ensuite, deux délibérations ressources humaines. La première concerne la mise en place du télétravail. Nous avons eu l'occasion de tester grandeur nature, si je puis dire, depuis la période de pandémie, depuis le début de la période de pandémie avec le personnel, et ça nous a permis de voir comment organiser, comment mettre en place ce télétravail au sein de nos services. Et donc, nous proposons ce soir d'instaurer déjà ce télétravail à compter donc du 1er avril, et puis de valider donc les critères et les modalités d'exercice de ce télétravail, notamment avec la charte qui vous est jointe. Je dois signaler que cette charte a été coécrite avec les représentants du personnel de notre collectivité, et donc nous sommes unanimement d'accord sur cette mise en place. Quelques petits détails qui concernent donc plusieurs formules de télétravail. Une formule de 2 jours par semaine maximum pour un temps plein. Une autre formule avec un quota de 20 journées flottantes dans l'année. Et puis un certain nombre de circonstances exceptionnelles, à la fois en question d'intempéries par exemple, et puis aussi en respect d'un décret sur les questions de santé, de handicap, qui peuvent justifier de déroger aux 2 jours maximum. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Thérèse Malem? Vous m'entendez? Oui. Donc oui, je voulais dire que c'était une bonne chose, hein, le télétravail. Je voulais juste, je m'interroge sur est-ce que les agents auront une indemnité? Puisque je pense que c'est obligatoire. Alors, il n'y a pas d'indemnité et ce n'est pas obligatoire. Ah, d'accord. Donc, ok.
Et je signale aussi que le télétravail est sur la base du volontariat, c'est-à-dire que nous n'imposons pas évidemment de télétravail. D'accord, merci. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité? Merci. La délibération suivante concerne donc une mise à jour du tableau des effectifs. Il y a 3 éléments à l'intérieur. D'abord, suite à un départ en retraite, la suppression d'un poste qui n'existe plus et qui était un reliquat en fait de l'histoire de la commune, en tout cas en termes de nom de poste. Donc c'était un gestionnaire cuisinier qui était assimilé donc sur un grade de rédacteur-chef. Ensuite, il y a 2 évolutions. Une première par rapport à un recrutement qui est en cours et une deuxième concernant une réussite à un concours. Donc c'est la suppression d'un poste de rédacteur principal 2e classe et la création d'un poste de rédacteur territorial. Et puis, pour l'autre poste, donc, c'est la suppression d'un poste de rédacteur principal 1re classe et la création d'un poste d'attaché territorial. Y a-t-il des questions ou des remarques sur cette délibération? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité, merci. Nous passons maintenant aux finances, qui est le gros du conseil municipal ce soir. Donc, on va commencer par le compte de gestion et je vais laisser la parole pour quelques temps à Tristan, puisqu'il aura ensuite le compte administratif et le budget primitif. Bonjour à tous. Est-ce que le micro fonctionne bien? Tout le monde m'entend bien? Merveilleux. Écoutez, je vais essayer d'être le plus simple et le plus clair possible pendant cette petite demi-heure, voire un peu plus si besoin. On va commencer par le compte administratif. Alors, la première délibération, c'est le compte de gestion qu'il faut valider. Le compte de gestion est donc, vous le savez que le Trésor public fait notre comptabilité et nous aussi. Nous avons notre propre comptabilité, mais du coup, ces comptabilités sont les mêmes. C'est le miroir. Elles sont exactement les mêmes puisque l'ensemble des transactions sont faites sur les 2 comptabilités en même temps. Et du coup, la première délibération que l'on doit faire, c'est valider le compte de gestion qui est le même que le compte administratif, sauf que le compte de gestion est au niveau du Trésor public et le compte administratif est de notre côté. Du coup, je propose de balayer le compte administratif et du coup, après, on passera aux délibérations, au vote des 2 délibérations dans un second temps. Comme vous le savez, mais ça ne coûte rien de le rappeler, il y a 2 sections dans notre budget, une section de fonctionnement et une section d'investissement. Et dans chacune de ces 2 sections, vous avez du coup des recettes et des dépenses. Et du coup, l'idée, c'est de vous balayer assez rapidement l'évolution de ces recettes et dépenses et vous indiquer le résultat qu'on a à la fin. Au niveau du fonctionnement, la première ligne, c'est le chapitre 013, c'est les atténuations de charges. Comme vous le savez, les atténuations de charges sont en fait le remboursement de notre assurance statutaire. C'est-à-dire que quand un agent est souffrant et qu'il est en arrêt maladie, l'assurance maladie ne prend pas en charge les arrêts, c'est une assurance privée que l'on paye. Et donc du coup, les recettes provenant du coup de cette assurance sont dans ce chapitre 013 et vous le voyez, du coup on avait prévu 175 000 euros. En atterrissage, nous sommes à 326 000 euros. C'est dû notamment à quelques dossiers qu'on avait en contentieux avec eux qui se sont débouclés du coup sur cette année 2021. Au niveau des produits, des services, du coup, c'est l'ensemble des produits, des services de notre commune. Donc, c'est la restauration, la petite enfance, l'enfance, le scolaire, nos seniors et toutes les prestations que notre commune réalise pour le compte des Manicoises et des Manicois à titre non gracieux. Et du coup, on est à peu près ISO par rapport à ce qu'on avait prévu. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'on est quand même à près de 200 000 euros en moins
de ce qu'on touchait avant la crise Covid. Donc c'est conforme à nos attentes, mais ça reste toujours nettement en deçà de ce qu'on avait l'habitude de percevoir en termes de recettes. Au niveau des impôts et taxes, pas de sujet particulier. Et donc on est sur 9 573 000 euros prévus pour un 9 535 000 euros. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Voilà, ça c'est fait. Ça devait m'arriver un jour, c'est arrivé ce soir. Au niveau des dotations, du coup, on avait prévu 1,5 million et finalement, du coup, on est tombé sur 2 millions d'euros au niveau des dotations. Au niveau du chapitre 74, c'est notamment l'allocation. En fait, au chapitre 73, on a une très belle surprise. C'est les droits de mutation. On a eu 400 000 euros de plus de droits de mutation que ce qu'on avait escompté. Donc c'est pour ça qu'on a réussi à maintenir ce chapitre 73 à ce niveau. Et pour le chapitre 74, comme vous le savez, il y a une partie de la taxe foncière qui a été supprimée du coup pour les entreprises industrielles. Donc elle vient baisser le chapitre 73, mais du coup elle est compensée par une dotation de l'État qui, on l'espère, va être dynamique, mais ce qu'on craint. Et donc du coup c'est pour ça que le chapitre 74 est du coup en augmentation de près de 600 000 euros. Voilà. Et les autres produits de gestion courante, c'est les loyers que l'on touche, notamment les loyers du parc immobilier et de la salle de festivité. Au niveau des concours financiers de l'État, c'est toujours intéressant de regarder dans le rétroviseur. Hein. Nous avions eu 1,2 million de dotations du coup en 2014 et du coup nous finissons l'année avec un FPIC qui, comme on le prévoyait, hein, du coup est en forte augmentation et du coup un FS-TRIF qui est stable, ce qui fait qu'on a une dotation nette de 157 000 euros pour l'année 2021 versus les 1 213 000 qu'on avait en 2014. Au niveau des charges de gestion de fonctionnement, du coup, le chapitre 11, c'est les charges courantes hein, que l'on paye au niveau de la collectivité. Donc, on avait 3,6 millions de budget, on a atterri à 3,5 millions. C'est assez simple comme raison, hein, c'est que 2021, on l'a oublié très rapidement, mais on était en Covid. Il y a une partie du début d'année qui était une partie confinée. Et donc, du coup, forcément, ça a un impact sur les dépenses puisqu'on a dû annuler beaucoup de prestations, à la fois au niveau scolaire, au niveau culture, au niveau social. Et donc, du coup, forcément, nos dépenses en ont été d'autant amoindries. Ce qui est pour ça qu'on a une petite baisse des dépenses par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc, on avait 3,6 millions et on a atterri à 3,1 millions. Au niveau des charges de personnel, on est en légère baisse par rapport à ce qu'on prévoyait, mais dans une marge d'erreur qui reste totalement tolérable. Hein. On était à 8,6 millions de budget versus un atterrissage à 3,4 millions. Les atténuations de produits, du coup, on est sur le FPIC hein, qu'on avait bien calibré. Et au niveau des autres charges de gestion courante, le chapitre 65, on retrouve notamment l'aide aux commerçants que nous avions fait en 2021 dans les dépenses de gestion. Graphique assez intéressant, mais qui a pas forcément, qui nous est pas destiné. Mais à la base, le législateur en 2015 avait prévu de plafonner l'évolution des dépenses générales des collectivités à 2% par an pour les collectivités de 10 000, au-dessus de 10 000. Et du coup, on trouvait ça intéressant de montrer l'évolution de nos charges à caractère général, de voir leur évolution pour bien montrer que du coup, on a réussi au fil des années à maintenir une enveloppe de charges générales relativement constante, voire à la baisse. Petit focus sur les dépenses de personnel pour vous montrer également qu'on est sur une stabilité hein, depuis 2020, puisqu'on est encore 2020 était une période Covid hein, sur laquelle on a moins dépensé en charges de personnel et également en 2021. Au niveau de la section d'investissement, du coup, on a des recettes réelles d'investissement, donc 1,6 million sur 2021.
principalement du coup le virement de la section de fonctionnement qui était prévu dans notre budget, donc de 2 millions, 2 millions 6. On avait aussi le FCTVA du coup qui est donc l'équivalent un retour de la TVA que l'on a payé sur nos investissements des années précédentes. Il est relativement conséquent cette année puisqu'il approche les 600 000 euros. Il est dû notamment au fait que c'est la TVA de la plaine de Chemincourt qui nous est reversée cette année, comme c'était le gros investissement du mandat précédent. Forcément, c'est une part importante de nos recettes d'investissement sur cette année. Au niveau des dépenses réelles d'investissement, on est à 2 millions 64 pour 54% des immobilisations corporelles, 33% des immobilisations en cours d'affectation et le remboursement de notre emprunt à 12%. Au niveau des dépenses que l'on a effectuées, sur le chapitre 020, donc tout ce qui est incorporel, on a acheté des achats de licences de logiciels. Sur les dépenses d'équipement, on est donc à un chapitre 21. Du coup, vous le savez, on a acheté un terrain rue des Capucines sur un projet de maison intergénérationnelle et inclusive, donc pour 780 000 euros. Nous avons fini de payer le poids lourd à hauteur de 156 000 euros. Acquis du matériel informatique dont je vous laisserai prendre connaissance du détail à hauteur de 78 000 euros. Du mobilier pour 16 000 euros et d'autres matériels pour près de 66 000 euros. Au niveau du chapitre 23, du coup, on a fini de clôturer en partie les travaux de la plaine de Chemincourt. Nous avons désamianté du coup le pavillon qui était du coup sur la route de Versailles. Nous avons créé le parking rue Mars à hauteur de 80 000 euros. Nous avons le marché de chauffage, le P3, donc c'est l'ensemble de l'investissement, la maintenance de notre chauffage. Nous avons continué de construire le local pétanque à hauteur de 103 000 euros. Et en montant un par temps, nous avions aussi les travaux d'électricité et du SSI de l'école Gide à hauteur de 27 000 euros. Tout ça pour vous dire qu'au final, nous avons du coup des recettes de fonctionnement de 13 588 128,17, des dépenses de fonctionnement à hauteur de 12 803 456,25, ce qui nous fait un résultat de fonctionnement à hauteur de 784 671,92. Donc comme je vous l'expliquais, c'est vraiment principalement une grande partie grâce aux droits de mutation beaucoup plus élevés. Donc c'est les frais que vous payez en partie chez le notaire quand vous achetez un bien qui viennent du coup, c'est des recettes complémentaires qu'on touche tous les ans. Et là, du coup, on les avait, en tout cas, pas sous-estimés. C'est plutôt une très belle surprise qu'il y a encore beaucoup de biens en vente. Il y a eu beaucoup de ventes sur la commune au cours de l'année 2021. Au niveau de la section d'investissement, du coup, on avait des recettes d'investissement à hauteur de 2 134 699,25. Des dépenses d'investissement de 2 220 560,41, ce qui fait un résultat négatif à hauteur de 85 000, je crois qu'il y a une coquille sur la presse, 85 861,16. Et nous avons des restes à réaliser donc, en investissement à 3 762 274,97. En recettes d'investissement à 2 699 308,44, ce qui nous fait un solde des restes à réaliser de 1 062 966,53. Donc, au final, du coup, nous avons un résultat positif sur le fonctionnement, un résultat négatif sur l'investissement, des restes à réaliser à hauteur d'1 million d'euros. Du coup, on a un besoin de financement de 982 428 euros. Du coup, on vous propose d'inscrire les écritures budgétaires suivantes. Du coup, le résultat d'investissement reporté donc de 80 538,51. L'investissement recette, l'excédent de fonctionnement capitalisé à 982 428,02. Et un résultat de fonctionnement reporté, du coup, donc ça c'est notre
notre solde entre guillemets bancaire à hauteur de 3 896 716,07. Voilà pour cette présentation du compte administratif. Merci Tristan et merci au service pour la préparation de l'ensemble de cette séance, et notamment le compte administratif et puis ensuite le budget prévisionnel qui va arriver. Y a-t-il des questions, des remarques sur ce compte administratif ? Thérèse Malem ? Oui, juste pour bien comprendre, parce que je suis pas sûre. Le reste à réaliser n'a pas été budgété, on est d'accord sur l'année. Si. Réponds. Ton Si. micro. En fait, c'est des éléments qu'on a déjà, qu'on a budgétés dans les budgets précédents et qui du coup sont reportés d'année en année puisqu'on n'a pas. Excusez-moi. Non, ce sont des investissements qui sont lancés, qu'on a budgétés et qu'on n'a pas terminé de payer. D'accord, ok. Je voulais une précision, mais c'est bien ce que j'avais pensé alors. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? Alors, nous allons d'abord voter le compte de gestion, qui est donc identique, comme le disait Tristan tout à l'heure, qui est identique à notre compte administratif, qui est contre, abstention, refus de vote. Donc on prend acte de ce compte de gestion. Et je vais vous laisser quelques instants puisque je dois sortir, puisque c'est un quitus qui nous est donné, et notamment au maire qui a cette responsabilité. Donc je laisse Frédéric Dulac, notre première adjointe, vous poser les questions, vous demander si vous avez des questions en mon absence et faire le vote. Voilà. Voilà, donc avez-vous des questions alors? Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? Non, on va passer au vote alors. Qui est pour? Pour vérifier, qui est contre? Qui s'abstient? Bien. Merci. Merci Frédéric. Je vais redonner la parole donc à Tristan pour le budget primitif 2022. Eh bien, merci Monsieur le maire. Du coup, on recommence. On est sur le même principe. Du coup, je vais essayer de balayer assez rapidement, mais il faut que ce soit le plus clair pour tout le monde. Les équilibres générales du budget qu'on vous présente ce soir. Donc, du coup, c'est un budget équilibré. Comme vous le savez, nous avons l'obligation, en tant que collectivité territoriale, de présenter un budget équilibré versus l'État qui peut présenter un déficit. Nous, c'est une obligation. Donc, du coup, on présente un budget équilibré à 24 547 680,66 €, avec en fonctionnement des dépenses équilibrées à hauteur de 16 856 836,90 et en investissement, un budget également équilibré à hauteur de 7 690 843,76. Au niveau de la section de fonctionnement, on vous a mis un petit graphique. Voilà, l'idée c'est juste pour vous présenter que globalement, nos recettes proviennent principalement des impôts et taxes, que nous avions en dotation et participation en général des compensations d'impôts qu'on nous a retirés. Et pour 9%, c'est les produits de nos services municipaux, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la cantine,
la crèche et tout ce que je vous ai cité tout à l'heure comme exemple. Donc, au niveau du budget, on reprend bien sûr l'excédent précédent que nous avions validé dans la dernière slide. Hein. Donc, l'excédent de fonctionnement antérieur reporté, donc à 3,9 millions. Nous avons les atténuations de charges. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment le remboursement de l'assurance statutaire pour les agents absents. Je vais y arriver. Donc là, on est reparti en légère augmentation puisqu'on a eu des augmentations l'année dernière. Donc on a réaugmenté cette année ce poste. Au niveau du produit des services, on est resté sur quelque chose de stable par rapport à l'année dernière. Du coup, 1,2 million. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on est toujours en deçà à 200 000 euros de baisse par rapport à ce qu'on avait l'habitude de toucher auparavant. Ce qui est quand même assez embêtant puisque on a quand même nos investissements qui sont calibrés pour avoir un volume entre guillemets de production de services publics et notamment aussi des agents qui sont là pour produire nos services publics et on les remercie. Mais du coup, ce qui fait qu'on a moins de recettes par rapport à nos coûts fixes, ce qui à long terme devient un peu compliqué à gérer. Au niveau du chapitre 75, autres produits de gestion courante, on est comme tout à l'heure les logements communaux et les équipements communaux, notamment la salle de festivité. Donc là, on est sur quelque chose de relativement stable. Et les produits exceptionnels, c'est des mandats qu'on annule sur des exercices antérieurs au cas où on en ait besoin. Au niveau de la taxe d'habitation, comme vous le savez, la taxe d'habitation a été supprimée, je le rappelle, hein, pour ceux qui ne l'ont pas en tête. La taxe d'habitation, depuis le 2021, n'est plus attribuée aux collectivités territoriales. C'est une recette de l'État. Du coup, nous ne percevons plus de taxe d'habitation pour la résidence principale au niveau de la collectivité. Et du coup, comme je vous le rappelle, à l'époque, le législateur a décidé de transférer la part départementale de la taxe foncière aux communes et il a mis en place un coefficient correcteur pour compenser le différentiel que l'on percevait avec la taxe d'habitation et la taxe foncière qui nous était transférée. Tout ça pour vous dire, et de plus, du coup, les Manicouises et Manicouises continuent pour certains de payer la taxe d'habitation puisqu'elle sera supprimée normalement en 2023. Il y aura encore un abattement de 35% cette année et à 100% d'abattement en 2020. Du coup, on a une allocation en chapitre 74 dans nos recettes qui est liée à ce coefficient correcteur. Du coup, pour compenser cette suppression. Mais nous continuons de toucher au niveau fiscal la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Ce taux est figé pour l'instant jusqu'à la suppression globale des taux, la suppression globale de la taxe d'habitation, du coup en 2023. Du coup, au chapitre 73, donc nous avons une partie, donc la fiscalité, qui est dégrévée des plus de 600 000 euros du coup, d'exonération de taxes foncières que le gouvernement a décidé de donner aux entreprises industrielles, comme on va retrouver sur le chapitre suivant. Donc nous avons cette contribution directe. L'attribution de compensation, du coup, comme vous le savez, c'est la dotation de l'agglomération aux collectivités qui la composent pour compenser les recettes fiscales que la commune de Magny-les-Hameaux a transférées à l'agglomération. Le FNGIR, du coup, c'est le fonds le fonds de compensation de la taxe professionnelle. Il y en a quelques-uns, il y en a deux. Nous avons aussi la taxe d'électricité sur laquelle on est parti sur 10 000 euros de recettes et on est parti sur 300 000 euros de droits de mutation en prévision. Au niveau des recettes fiscales, nous proposons du coup, dans le cadre des délibérations qui vous sont proposées, un budget avec une fiscalité en hausse de 3%. Et donc un taux qui serait proposé dans un second temps à 35,81 pour la taxe foncière. Pourquoi augmenter les taux cette année ? Parce que nous sommes dans une situation vraiment compliquée. On va le voir par la suite, mais nous avons encore des hausses de contribution de FPIC et de FSRIF.
qui sont plus que conséquentes puisque le FPIC passera de 75 000 à 180 000 euros cette année. Nous avons la baisse de dotation forfaitaire qui va continuer de baisser encore cette année. Nous avons des recettes tarifaires qui sont malheureusement pas revenues à leur niveau préalable à cette crise sanitaire. Nous allons en plus avoir une inflation qui va toucher les communes comme nos habitants. Certains habitants, on va devoir les accompagner en plus. Et notre gouvernement nous annonçait également une augmentation du point d'indice qu'on n'a pas encore évaluée, mais qui impactera fortement nos dépenses publiques, puisque nous avons près de 8,6 millions de masse salariale. Donc du coup, nous sommes dans un stade où nous avons fait le choix de continuer de maintenir notre service public de proximité. Nous avons utilisé beaucoup de leviers au cours des 5 dernières années pour essayer de tenir nos dépenses le plus possible, comme je vous le présentais préalablement. Mais nous sommes arrivés à un stade où si nous devons baisser encore plus nos budgets de fonctionnement, nous allons devoir supprimer des services. Et nous n'avons pas été élus pour supprimer les services. Donc du coup, nous souhaitons, par cette délibération que je vous proposerai de voter par la suite, augmenter des taux de fiscalité de 3%, ce qui nous semble relativement modéré en termes d'impact sur les Manicouas. Et c'est un levier qu'on n'a pas utilisé depuis 5 ans. Depuis 5 ans, alors que depuis 2014, on a perdu près d'1,4 million de dotation de fonctionnement, ce qui représentait à peu près 9% de nos budgets de fonctionnement. Donc du coup, on pense que c'est quelque chose de nécessaire et de mesurer pour cette année, pour nous permettre de continuer de maintenir nos services publics de proximité et continuer d'investir dans notre collectivité. Au niveau des dotations, du coup, on est parti sur une dotation globale de fonctionnement à hauteur de 132 000 euros. Donc on était à près de 262 000 euros l'année dernière, donc 100 000 euros de baisse. Nous avons une dotation rurale, solidarité rurale, qui elle est en augmentation. On passe de 100 000 à 103 000, donc c'est une augmentation très mesurée, puisque on gagne près de un peu plus de 2 000 euros. On a un FCTVA sur les services à 12 000 euros, des transports scolaires à 75 000 euros, c'est les subventions de la région. La DCRTP, c'est pareil, une compensation de la taxe professionnelle. La subvention de la CAF à hauteur de 700 000 euros. L'allocation de taxe foncière dont je vous parlais tout à l'heure, donc 615 000 euros. Et nous avons une petite dotation de recensement à hauteur de 16 000 euros qui ne compense pas le coût de l'organisation du recensement. Comme je vous l'avais annoncé lors du débat d'orientation budgétaire, je trouve ça assez intéressant ce graphique. Cette année, 2022, nous devrions du coup être contributeurs au budget de l'État. Comme je vous disais, en 2014, on avait 1,2 million, 1,4 million. Et là, du coup, nous serons normalement contributeurs au budget de l'État à hauteur de 145 000 euros. Au niveau des charges à caractère général... Attendez, je filme mes papiers, moi. Bon, il manque une slide. C'est pas grave, je le suis ici. Nous sommes partis sur un budget à 3,9 millions. Je vous laisse lire les items. Il n'y a pas de grosses surprises, des gros changements. Donc il n'y a pas de sujet particulier qui nécessiterait une explication complémentaire. Juste au niveau des fluides et du carburant, du coup, on a vraiment pris en compte un impact important sur le coût de nos fluides et nos carburants au cours de l'année 2022. C'est la seule grosse modification que l'on a effectuée sur cette préparation budgétaire. Au niveau des charges de personnel, on est resté sur un montant presque équivalent à l'année précédente, mais il est probable, en fonction de l'évolution des échéances électorales, que ce montant soit à revoir au cours de l'année pour prendre en compte du coup des impacts nationaux, notamment l'augmentation générale du point d'indice. Les atténuations de produits, comme je vous l'expliquais, du coup, on a mis un FPIC à 182 000 euros qui nous a été notifié alors qu'on avait 75 000 euros l'année précédente, soit 380 000 euros de ponction. Au niveau des autres charges de gestion courante, du coup, nous retrouvons les subventions aux associations que nous avons souhaité maintenir.
les subventions au parc, au PNR, au CCS. Et également, on avait un chapitre avant qui s'appelait dépenses imprévues. Comme vous le savez, nous avons changé de nomenclature budgétaire. Du coup, il n'y a plus de chapitre dédié aux dépenses imprévues. Donc, on a réintégré les dépenses imprévues dans le chapitre 65. Au niveau des charges financières, du coup 28 000 € d'intérêt d'emprunt, ce qui reste totalement raisonnable. Et nous avons provisionné 44 000 € pour des risques de référé et de contentieux, notamment. Au niveau de la section d'investissement, j'ai toujours pas les slides. J'ai continué à suivre ici, je suis désolé. Nous avons un budget du coup de 4,9 millions, des restes à réaliser de 3 699 000. Nous virons de la section de fonctionnement donc 2 580 000 € pour l'investissement. Nous avons un FCTVA qui est budgété du coup à 180 000, donc nettement en baisse par rapport à celui qu'on avait l'année dernière à hauteur de 500 000, je ne sais pas si vous en souvenez. Et une taxe d'aménagement que l'on a aussi estimée en baisse. Au niveau des dépenses d'investissement, du coup, 89% ce sont des immobilisations en cours qu'on va voir juste par la suite, des immos incorporels très faibles comme précédemment, des emprunts toujours très mesurés et des immos corporels à hauteur de 7%. Au niveau des restes à réaliser, on a encore des logiciels, achat de véhicules pour les réaliser sport qui sont pas encore finalisés. Le projet Yvelines numérique que l'on continue de déployer depuis des années. L'achat de mobilier encore qui n'a pas encore été réglé. La restructuration du gymnase de l'Aume qui était déjà prévue budgétairement l'année dernière mais qui sera finalisée, je l'espère, bientôt. Les travaux du local pétanque également. L'ADAPT, on continue de mettre aux normes l'ensemble de nos équipements et de nos voiries. Et les travaux habituels du P3, chauffage et d'entretien d'école. Les nouveaux crédits que l'on propose de mettre à l'ordre du jour de ce conseil concernent du coup le décret tertiaire, notamment sur les économies d'énergie que l'on va devoir effectuer sur l'ensemble de nos bâtiments publics, les licences informatiques, l'achat de nouveaux équipements informatiques Yvelines numérique comme tous les ans, des réserves pour acheter des terrains si besoin. Et au niveau du chapitre 23, du coup, nous allons continuer de faire des travaux dans nos bâtiments communaux et dans nos écoles à hauteur de 1,7 million. Continuer nos travaux de voirie et des réfections de route, notamment à Romainville et à l'Allée des Pommiers, rue Bracassard au village et allée des Glycines à hauteur de 989 000 €. Le P3 de chauffage à hauteur de 113 000 € et divers équipements à hauteur de 53 000 €. Et puis ma cour Sauvert, excusez-moi, aussi à hauteur de 120 000 €. Du coup, en conclusion, c'est un budget encore qui se veut défensif au niveau des services publics de proximité que l'on produit grâce à nos agents au jour le jour. Et notamment avec un État qui continue de se désengager et qui continue de supprimer notre liberté d'administration. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'année dernière, il a supprimé une partie de nos bases fiscales pour les entreprises industrielles. Donc c'est encore une mise à mal de notre liberté d'administration puisqu'on ne peut pas augmenter les taux sur cette attendez, je me suis trompé de slide. Juste pour revenir en avant, juste pour vous finaliser là-dessus, on a toujours 1,4 million de dotation il y a 9 ans, on a à peu près à 0, voire 145 000 € en négatif cette année. On a des dotations de fonctionnement, des compensations financières pour le transfert des compétences de l'État qui continuent de rester en l'État. L'État ne recentralise pas des prestations, ce qui pourrait être logique puisqu'il nous reprend l'argent qui nous a été transféré à l'époque pour faire pour son compte. Non, il continue de déléguer aux collectivités.
Pourquoi il reprend tout cet argent? Parce que selon l'État, les habitants de Magny-les-Hameaux ne sont pas assez imposés par rapport à la moyenne nationale. Le potentiel fiscal dont je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Et du coup, en 2022, ça sera la première année où la commune va financer l'État. On va contribuer au budget de l'État sur nos fonds propres. Comme je vous disais, c'est aussi une régression dans notre liberté d'administration, puisque du coup, on nous supprime les bases, notamment sur les dernières, c'était sur les bases des entreprises industrielles. Donc c'est compensé à chaque fois par des dotations, mais ces dotations, elles ne sont pas évolutives. C'est-à-dire que quand on a des entreprises qui s'installent, ça ne s'est pas pris en compte dans les compensations qu'on nous donne. Et nous perdons également la maîtrise des taux, mais ça, vous le savez. 2022, c'est encore une année pleine d'incertitudes, puisqu'on a l'explosion des prix du carburant, l'inflation, une évolution du point d'indice, une baisse structurelle de nos dépenses, de nos recettes tarifaires. Est-ce que c'était juste 2 années de Covid, ou est-ce que vraiment les Magnicoises et Magnicois ont changé de comportement et du coup ne utilisent beaucoup moins nos services? Donc ça, faut qu'on le prenne en compte. Voilà, malgré ça, on a fait, je pense, une gestion très rigoureuse de la collectivité depuis de nombreuses années. On a continué vraiment d'accompagner nos familles de la petite enfance aux seniors. On a continué d'avoir une politique envers les plus fragiles d'accompagnement. Et ces engagements sont vraiment de plus en plus durs à tenir, notamment via les baisses de recettes et les augmentations de nos factures. Du coup, en 2022, on propose un budget équilibré, ambitieux, et qui permet vraiment de maintenir notre service public de proximité et nos capacités d'investissement pour l'avenir. Voilà, je suis à votre disposition s'il y a des questions. Merci Tristan pour cette présentation pédagogique. Y a-t-il des questions ou des remarques? Thérèse Malem? Oui, donc je voudrais renouveler les remerciements. C'est vrai que c'est assez complexe de présenter les budgets comme ça. Mais je m'interroge quand même sur l'augmentation des impôts fonciers. Est-ce vraiment nécessaire? Bon, je sais qu'on n'a pas augmenté les impôts depuis 5 ans, parce que j'étais avec vous à l'époque. Ils avaient été augmentés quand même à l'époque d'un certain pourcentage de mémoire. Vous dites que les recettes ne sont pas arrivées au niveau avant Covid, mais les dépenses aussi. Il y a eu moins de dépenses. Donc, est-ce vraiment nécessaire? Vous êtes obligé d'augmenter les impôts? Écoutez, nous c'est ce qu'on propose pour plusieurs raisons que j'ai déjà évoquées. C'est-à-dire qu'on a des ponctions de l'État qui continuent d'augmenter. Je vous remets le graphique, parce que c'est peut-être pas assez clair, mais on perd encore 300 000 euros de recettes de l'État en un an. Donc c'est quand même très très conséquent. L'augmentation de 3% d'impôt, c'est 180 000 euros de recettes en plus. Donc 200 000 euros de recettes tarifaires en moins, plus les 300 000 euros de dotation en moins. En fait, on peut se dire qu'on n'augmente pas les impôts, mais à un moment donné, si on veut maintenir notre service public et ne pas réduire nos activités pour les enfants, nos sorties pour les seniors, si on ne peut pas les réduire, honnêtement, on n'a pas d'autre choix que d'augmenter et de compenser que partiellement. On compense que partiellement les deux choses que je viens de vous dire. Et c'est sans compter l'inflation, du carburant, du gaz. Et du coup, si on n'augmente pas les impôts, on est obligé de réduire nos services et en plus de réduire notre capacité à investir. Honnêtement, pour être élu depuis un certain temps et intéressé par la chose budgétaire depuis de nombreuses années, je pense vraiment que l'augmentation d'impôts est très mesurée et vraiment très bien calibrée par rapport à notre besoin, à ce jour en tout cas. Y a-t-il d'autres remarques ou questions? Alors, juste pour conclure, avant de passer au vote, dans ce cas-là, c'est vrai que c'est jamais de gaieté de cœur en fait qu'on fait une évolution de fiscalité. On en a beaucoup discuté ensemble.
Et on est arrivé à une évolution de fiscalité qui nous semble la plus juste possible, qui permet de prendre en compte les évolutions de contribution qu'on a et qu'on se prend encore cette année, qui, on l'espère, mais on ne peut pas en être encore certain aujourd'hui vu l'évolution qui va combler les évolutions tarifaires, c'est-à-dire les évolutions de prix que nous allons avoir toute l'année sur les fluides. Mais quand on parle des fluides, à un moment donné, on parle aussi du carburant sur l'ensemble de notre parc automobile, des transports aussi sur l'ensemble des activités, mais aussi, et on y pense peut-être moins, et les services me l'ont rappelé tout à l'heure, l'évolution du prix du papier. Le papier pour les éditions, mais aussi le papier au niveau sanitaire, dans les écoles notamment et sur l'ensemble des services. Si on parle aussi de toutes ces matières, il y a aussi la question de l'alimentation, et on va avoir une délibération tout à l'heure qui fait déjà une évolution de 3% sur notre contrat. Alors certes, on pourrait se dire, on n'est pas obligé puisque c'est pas contractuel à ce moment-là, mais on a aussi une responsabilité à un moment d'accompagner notre prestataire pour qu'il puisse être en capacité de répondre aussi à notre contrat. Et tout ça, en fait, ça s'additionne au-delà de la problématique de contribution. Quand même, il faut qu'on se rappelle bien, on avait de dotation de l'État 1,6 million en 2014, grosso modo. On est tombé à peu près à 750 000 en 2017. À cette époque-là, on nous a dit « Ne vous inquiétez pas, dormez tranquille, il n'y aura plus d'évolution des contributions, en tout cas de diminution des dotations de l'État vers les collectivités. » 2022, donc 132 000 en dotation. C'est-à-dire qu'en 2017, donc il y a 5 ans, quand on a fait la dernière évolution de fiscalité, on était à la moitié de la chute. Voilà. Donc là, on est à la fin de la chute. On peut pas aller plus loin. Enfin, on pouvait imaginer qu'on pouvait pas aller plus loin, mais en fait, si, l'État, il creuse. Voilà. Et on ne sait pas où ça va pouvoir s'arrêter. C'est quand même assez dingue. Alors, il y en aura toujours, et je sais que ce n'est pas votre cas au niveau de l'opposition ici, mais on sait toujours, évidemment, que l'évolution fiscale est toujours un moment où on se dit il y a une brèche, on va s'engouffrer dedans et on va dire vous vous rendez compte, ils dilapident notre argent, ils ne cherchent pas les économies où elles peuvent être. Mais en fait, les économies, on a déjà eu 250 000 € en personnel, 300 000 € en charge à caractère général, mais à un moment donné, un service public, il a un coût aussi. Et en plus, un coût qui augmente avec l'inflation. Donc aujourd'hui, c'est en effet la seule et la dernière possibilité que nous pouvons avoir, qui est le levier fiscal. Dans le même temps, c'est une évolution aussi qui se passe dans un contexte où, au-delà du levier, en fait, c'est le dernier levier fiscal qu'on a au niveau de la taxe foncière, parce que tous les autres leviers que nous avions ont disparu. Et j'irai même plus loin, c'est qu'ils ont disparu en évolution de taux, mais même aussi en dynamique locale. C'est-à-dire qu'une entreprise qui arrive sur le territoire, ça ne nous apportera pas plus d'argent que quand elle n'est pas là. Ce qui est dingue par rapport à ce qu'on imaginait auparavant. Et on sait qu'une collectivité comme Manille-et-Hameaux s'est redressée et s'est développée justement en accueillant du patrimoine économique. Et aujourd'hui, on n'a plus ce levier-là. Plus aucune collectivité n'a ce levier-là.
Et dans le même temps, eh ben, on découvre chaque année que l'État continuera de nous fonctionner, continuera de nous mettre à contribution de financement d'État et continuera aussi à de moins en moins bien gérer ce qu'il devrait gérer sur notre commune. Et voilà, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a pu connaître ces derniers temps. Donc en effet, voilà, en responsabilité, on est sur ces 3% qui, je l'espère, vont suffire pour cette année. Voilà. Je ne veux pas être plomber l'ambiance, hein, mais on en est quand même là aujourd'hui. Et c'est pas. Alors on serait ravis qu'il y ait une évolution des recettes des usagers, des services. Mais c'est même pas cette évolution en fait qui nous permettra de combler toutes les parties à la fois d'inflation et à la fois de diminution de dotation et d'augmentation de contribution, quoi. Je vous propose donc de passer au vote sur ce budget. Qui est contre? Abstention? 3 abstentions. Refus de vote? Qui est pour? Je vous remercie. Ensuite, la délibération à la suite. Tristan, qui concerne donc le taux de fiscalité. Eh bien, c'est ce qu'on vient de voter. On vient de voter le budget qui est relatif à cette augmentation de fiscalité. Merci Frédéric, je n'avais pas la délibération sous les yeux. Du coup, on propose d'augmenter les taux de 3% et donc du coup de fixer le taux de foncier bâti à 35,81% et le taux de foncier non bâti à 85,36%. Donc c'est les taux qui ont été intégrés dans la préparation budgétaire. Hein. Y a-t-il des questions ou des remarques? Je pense qu'elles ont été faites auparavant. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? 3 abstentions. Refus de vote? Donc le reste est pour. OK, merci. Ensuite, je vais passer la parole à Roberto Drapron. Ça concerne des conventions d'objectifs avec 2 associations. Oui, donc une proposition de délibération concernant les conventions d'objectifs pour les associations percevant plus de 23 000 € de subventions de la part de notre collectivité. Nous vous proposons d'autoriser Monsieur le maire à signer les dites conventions avec l'AMJC, Maison des Jeunes et de la Culture mérantaise, pour une subvention de 50 000 €, et pour l'AMM, l'association musicale mérantaise, pour une subvention de 23 000 €. L'ensemble de ces subventions sont prévues au budget 2022. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité. Merci. Maintenant, on va parler logement et je vais laisser Jean Tancerel nous présenter sa délibération sur le contrat de relance du logement. Alors, c'est une délibération qui a trait à une contractualisation entre la communauté d'agglo, l'État et puis les communes. La communauté d'agglo Saint-Quentin-en-Yvelines a déjà délibéré mi-février. Un certain nombre de communes comme nous ont aussi délibéré, la moitié à peu près. Et puis les autres le font cette semaine, puisqu'il y a une date butoir, c'est le 31 mars. Il s'agit en fait de la poursuite du plan Relance, France Relance, qui a commencé après le Covid, après certaines aides sectorielles, et puis surtout en juillet, puis en novembre. Il y a eu beaucoup d'argent de dégagé, quelques 100 millions d'euros qui se répartissent entre 100 milliards. Attendez, j'ai un doute. 100 millions. On va vérifier. Parce que je crois que c'est 100 milliards. Oui, c'est ça, 100 milliards.
qui se répartissent entre écologie, cohésion, économie. Donc là, on est plus sur le volet cohésion territoriale avec le logement qu'il faut favoriser. Et cela en lien avec notre PLH, puisque nous, on a déjà des objectifs qui sont fixés. Vous avez un petit tableau là dans la délibération. Au niveau de Saint-Quentin, donc 1700, et notre part, nous, c'est 80. Alors, si nous atteignons cet objectif, nous pourrions bénéficier d'aides financières. Mais ces aides, elles sont conditionnées. Vous avez aussi dans le projet, dans la note de synthèse, les conditions qui sont posées. Tout d'abord, il faut atteindre l'objectif. Si on va un peu plus loin, il y a un plafonnement, mais seulement 10%. Donc vous voyez, 80, on pourrait aller jusqu'à 88 logements. Et ensuite, il faut quand même des opérations de deux logements. Alors ça, déjà, ça rend un petit peu plus contraignant l'obtention éventuelle des aides. Et ensuite aussi, un ratio, une densité qui est de 0,8%. Alors ce ratio, c'est en fait, on l'obtient, c'est le rapport de la surface de plancher sur la surface totale. Et c'est assez difficile en pratique assez difficile à obtenir. Néanmoins, on regardera les autorisations d'urbanisme que nous avons sur la période, donc une période d'1 an. Et puis, une fois qu'on aura fait ce décompte, on regardera celles qui répondent précisément à ces conditions. Voilà, donc l'aide, vous avez vu, c'est 1 500 € par logement, voire plus si ce sont des logements qui, auparavant, étaient des bureaux ou de l'activité. Vous voyez tout ce qui est fait, en fait, pour favoriser le logement. Et ce type de logement, avec le télétravail, par exemple, il y a pas mal de bureaux, c'est vrai, qui peuvent se libérer. Je pense à un quartier comme la Défense, plutôt un peu déserté depuis le Covid. Voilà. Merci Jean. Y a-t-il des questions ou des remarques par rapport à cette délibération? Thérèse Malem? Oui, j'ai participé à la commission avec Jean cette semaine, mais je voudrais quand même qu'il précise au niveau des 80 logements qui doivent être faits selon le calendrier, c'est-à-dire du 1er septembre au 31 août 2022, c'est ça? C'est ça, j'ai bien oui. compris. Aujourd'hui, on sera à combien de PC déposés? Est-ce qu'on est capable de savoir ou pas? Ouais, oui, on a des chiffres. Il y a plus d'une centaine d'autorisations d'urbanisme qui ne rentrent pas dans les critères. Si. Qui répondent pas aux critères, mais voilà, il y a après, comme je l'ai dit à l'instant, on fera ça en 2 opérations, on regardera tout ce qu'il y a, puis après on regardera ce qui répond vraiment aux critères. Mais bon, faut pas trop rêver, quoi. C'est plus un effet d'annonce, voire pour certaines communes une aubaine qu'autre chose, parce que en fait, on ne crée pas du logement pour avoir des aides. Si en plus on peut en avoir, tant mieux, mais c'est une aubaine dans ce cas-là. Et c'est vrai que les critères qui sont apportés là permettent plus de l'effet d'annonce pour avoir un global et s'adaptent plus peut-être à des communes beaucoup plus urbaines que la nôtre. Parce que rien quand on voit le coefficient de 0,8 qui est signalé, et puis le fait d'avoir dans une même opération avec ce coefficient au minimum 2 logements, et la période sur laquelle aussi on est, puisque finalement on nous annonce quelque chose sur des permis qui sont soit déjà signalés là, et en gros il reste 2 mois pour sortir les permis sur des opérations d'envergure. Voilà. Mais vous venez de l'apprendre, vous ne l'avez pas appris depuis peu ce contrat, vous l'avez su depuis peu? Vous l'avez... personnellement, j'en ai eu connaissance, oui, au mois de... Après la délibération, je ne sais plus, il y a 2 mois, peut-être 2 ou 3 mois, après la délibération du conseil communautaire. Parce que dans ces cas-là, ça pourrait être rétroactif.
Ben oui, mais Parce que, bah oui. l'État propose de l'argent et pas trop, en fait. Voilà. C'est comme ça qu'on le lit. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas trop rêver sur cette délibération. Par contre, clairement, on la prend au cas où. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques ou des questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité? Merci. Jean, maintenant, l'acquisition sur 2 parcelles. Oui, alors là, c'est la possibilité pour la commune d'acquérir deux parcelles qui sont cédées à la suite d'un accord qu'on a enfin pu obtenir. Hein, on nous dit dans la délibération, dans la note de synthèse, que l'affaire traînait depuis 15 ans, qu'on n'avait pas pu aboutir avec l'INRA. On a trouvé un accord. Alors il y a 2 parcelles, hein. Il y en a une qui fait un peu plus d'1 hectare et l'autre qui fait un peu plus de 3 hectares. Il y en a une qui est classée N, c'est la grande, donc zone naturelle, vraiment difficile à déclasser parce qu'elle est riche en biodiversité, elle est bien boisée, etc. C'est là qu'il y a le petit plan d'eau dont bénéficie, dont profite le CLOS, les agents de la commune, suite à un accord. Et puis il y a l'autre délibération qui ne fait qu'un peu plus d'1 hectare, mais donc à Brouessy, mais qui comporte ce qu'on appelait autrefois, ce qu'on appelle le pavillon des célibataires. Vous avez le mot latin, joli mot dans la délibération. Alors là, il y a un petit souci parce qu'il y a des frais de démolition et surtout de désamiantage. Et l'accord qui a été obtenu avec l'INRA, en fait, c'est de couper la poire en 2. Hein. Donc, d'après les devis, c'est 68 000 €. Donc, ça ferait pour les 2 parties, chacune des parties, 34 000 €. Et avec l'idée, ça vous est précisé aussi, de construire ensuite, sur cette petite parcelle à Brouessy où il y a des constructions, un terrain. Un parking, pardon. Le terrain, il est construit, ça fait longtemps. Merci Jean. Et en effet, c'est une longue histoire puisque la convention, c'est la finalisation d'une convention qui avait été signée au départ de l'INRA, qui était présent sur la commune en 2007. Et donc on arrive à terme de cette convention en réglant les 2 dernières choses que nous avions à régler avec eux, sachant que le pavillon des célibataires aurait dû à la base être repris par l'agglomération. C'était le démarrage de l'accord. Mais entre-temps, il y a eu un changement de position de l'agglomération et donc nous reprenons les choses en main au niveau de la commune et surtout on prend nos responsabilités pour éviter d'avoir à terme un espace totalement abandonné et en délabrement, ce qui est déjà aujourd'hui le cas. Donc ça nous permet d'avoir quelque chose qui puisse être remis à un autre usage et sur lequel on travaille notamment avec les riverains. Y a-t-il des questions ou des remarques? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Refus de vote? Unanimité? Merci. Ensuite, en l'absence d'Émilie Stella, que j'excuse, nous avons donc 2 délibérations scolaires. La première que nous avons l'habitude d'avoir chaque année, qui concerne donc les frais de scolarité et la participation aux charges de fonctionnement dans les écoles entre communes, quand on a des élèves qui partent être scolarisés sur une autre commune ou quand on a des élèves qui viennent être scolarisés sur la commune de Manille-les-Hameaux. Cette participation aux charges de fonctionnement n'a pas évolué depuis 2005. Elles sont d'un montant de 488 € pour les élèves d'élémentaire et 973 € pour les élèves de maternelle. Nous vous proposons donc de prendre cette délibération sur ces mêmes montants
Et nous vous proposons surtout ce soir que nous n'ayons plus besoin en fait de reprendre cette délibération tant que les montants ne changent pas, puisque ça nous fera une délibération en moins vu qu'il n'y a pas de changement. Voilà. Est-ce qu'il y a une remarque, des questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité? Merci. Je l'évoquais tout à l'heure, donc c'est un avenant au marché de restauration collective. Nous avons donc une révision de prix, une révision des prix du marché annuel qui tombe au 1er septembre de chaque année, dans le cadre donc de notre marché de restauration collective. Il se trouve que l'indice d'évolution dans ce cadre-là avait fait un taux de révision négatif à moins 5% au 1er septembre 2021, ce qui nous étonnait déjà à l'époque. Mais au vu du contexte, ça nous étonne encore plus, évidemment. La société, donc notre prestataire Sodexo, nous a demandé de pouvoir revoir cette évolution et d'augmenter donc à partir du 1er avril à 3%, ce qui fait qu'on reste finalement bénéficiaire sur l'année. C'est dû, vous le savez, évidemment à l'évolution du prix des matières premières et des fluides. Donc nous proposons d'accepter cette évolution pour pouvoir préserver au mieux la qualité de prestation et puis aussi les relations, l'équilibre de nos relations avec ce prestataire. Évidemment, donc nous verrons une autre évolution que nous ne connaissons pas encore, mais que Sodexo ne connaît pas non plus, qui sera donc l'évolution, le taux de révision des prix au 1er septembre, qui là sera contractuel. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques à ce sujet? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité? Merci. Alors ensuite, en administration générale, nous avons donc une proposition de modification du règlement intérieur de la salle de festivité qui revient, on adapte au fur et à mesure, vous le savez, ce règlement intérieur en fonction des retours aussi qui nous sont faits des différents usagers. Et dans ce cadre-là, donc nous proposons une redéfinition des créneaux de location pour qu'ils soient mieux adaptés aux attentes qui nous sont signalées. Et donc les nouveaux créneaux de location proposés seraient du lundi au jeudi des locations à la journée, de 7h à 7h le lendemain matin, un forfait week-end qui engloberait donc une bonne partie du week-end, du vendredi 17h au dimanche 10h, avec une option d'extension du forfait week-end jusqu'au dimanche 18h. Voilà, ça permet aussi de simplifier la grille de compréhension de ces locations. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Thérèse Malem? Oui, je suppose qu'il y a une augmentation de tarif, bien évidemment. Vu que vous augmentez l'amplitude, le tarif augmente aussi. Il y a une évolution du tarif par rapport à l'extension, puisqu'il y a un peu plus d'heures de location, mais qui n'est pas forcément proportionnelle, puisqu'on a fait une évolution qui reste raisonnable par rapport à la location qui était stricto sensu sur le samedi. On peut donner un exemple, non, si vous savez. Alors, je ne les ai pas en tête, je vous avoue. Ce que je ferai, c'est que je vous les transmettrai. D'accord. D'accord ? Merci. Ça reste un tarif attractif pour les habitants de la commune. Elle est quand même bien utilisée ou pas, finalement, cette salle? Alors, hors Covid, oui.
Non, Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est-à-dire bon, que c'est vrai qu'au départ, c'était un peu compliqué. les week-ends en ce moment, par exemple, sont pleins, quoi. Voilà. D'accord. Ils se rattrapent. Ça se rattrape, oui. D'autres questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité, merci. Ensuite, un avenant. Alors, ça aurait pu être Arnaud qui présente cette délibération, puisque ça concerne Port-Royal des Champs. Alors, nous avons un groupement d'intérêt public. C'est une originalité sur la gestion d'un musée national qui permet, depuis même avant 2013, 2007, voilà, qui permet de gérer ce musée en partenariat avec l'ensemble des collectivités locales et d'associations, notamment l'association des Amis de Port-Royal. C'est un groupement dans lequel donc les différents partenaires apportent de l'aide en termes de promotion, de l'aide en termes d'investissement, de l'aide en termes de fonctionnement. Au niveau de notre commune, par exemple, on apporte de l'aide au niveau de l'ensemble des expositions qui peuvent avoir lieu sur le musée, en apportant beaucoup de matériel dans ce cadre-là, ou en aidant un certain nombre d'événements. Il se trouve que ce type de convention a évidemment une durée limitée, et il convient de manière assez régulière de renouveler ces conventions constitutives. Et donc aujourd'hui, c'est le 3e avenant qui nous permet de proroger cette convention jusqu'en mars 2032. Voilà. Je tiens à préciser que l'ensemble des premiers partenaires de ce GIP ont souhaité et délibèrent actuellement pour continuer de participer donc à ce groupement et aux activités, au soutien du Musée national de Port-Royal des Champs. Juste une précision, ça n'est pas l'association des Amis de Port-Royal, mais c'est la société de Port-Royal qui est membre à côté des collectivités et de l'État de ce groupement d'intérêt public. Et il s'agit de l'association qui était propriétaire de l'abbaye, c'est-à-dire du bas de Port-Royal des Champs, qui en a fait donation à l'État pour pouvoir regrouper l'ensemble à l'intérieur d'un seul et unique musée national. Y a-t-il des questions ou des remarques à ce sujet? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité? Merci. Dernière délibération qui concerne l'attribution d'une subvention exceptionnelle d'urgence en faveur de l'Ukraine par rapport à la guerre donc, qui a été déclenchée par la Russie. Vous le savez, nous avons mis en place un certain nombre d'actions au niveau de la commune dès le démarrage de cette invasion. Parmi les actions mises en place, il y a l'appel aux dons, qui a particulièrement bien fonctionné et qui continue de fonctionner encore actuellement. Nous avons aussi mis en place une plateforme d'inscription pour de l'accueil chez l'habitant, et nous travaillons actuellement avec l'État et avec l'association qui coordonne cet accueil collectif, donc l'accueil collectif de réfugiés sur la commune, sur un établissement hôtelier, et nous sommes en lien avec eux et avec l'ensemble des associations de solidarité de la commune,
notamment le Secours populaire sur de l'aide alimentaire et Vestiaide sur de l'aide à l'habillement. Nous suivons de près ces évolutions. Actuellement, nous sommes aussi en train d'appeler à la demande de l'État les personnes qui se sont déclarées pour pouvoir faire de l'accueil chez l'habitant, puisque nous devons faire un certain nombre de vérifications demandées par l'État dans ce cadre-là, pour qu'ensuite des familles puissent leur être proposées pour pouvoir être hébergées chez ces personnes. Voilà. Et dans ce cadre-là, donc, nous continuerons, s'il y a ces hébergements qui sont effectifs, il y en a déjà eu un, je le sais, dans ces hébergements qui seront effectifs, nous aurons évidemment la continuité de l'accompagnement coordonné via le CCAS avec les associations de solidarité. Et nous avons aussi également des habitants qui se sont proposés pour faire de la traduction. Et donc nous les mobiliserons aussi dans ce cadre-là sur les accompagnements. Et évidemment, c'est à partir de ce moment-là que les enfants seront aussi scolarisés dans les établissements de la commune, puisque pour le moment, l'accueil collectif est spécifiquement un accueil qui est dit de transit. Voilà. Si vous avez la moindre question dans ce cadre-là, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers Frédéric, vers moi-même ou vers les services, et on avance pas à pas, tout comme d'ailleurs la préfecture, avec lesquels nous sommes en lien très continu pour pouvoir organiser tout ça. Et dans la continuité donc, de ces actions, au-delà du drapeau aussi symboliquement hissé sur l'hôtel de ville, aux côtés des drapeaux français, européens et du drapeau de Manille-les-Hameaux, nous vous proposons ce soir d'octroyer au Secours populaire français, puisqu'il fait partie de l'ensemble des associations qui sont signalées sur ces appels aux dons, et puisque nous avons une antenne locale de cette association sur la commune, nous proposons donc une subvention exceptionnelle pour le moment d'une hauteur de 1 500 € pour cette association. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Thérèse, madame. Je ne suis pas sûre d'avoir entendu ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez donné le nombre de familles qui étaient accueillies à Manille-les-Hameaux ou pas? Non, je n'ai pas donné le nombre de familles. Je connais les capacités d'accueil, les capacités d'hébergement qui sont à hauteur de 135 personnes. Ah oui, parce que sur les réseaux, c'est vrai qu'on voyait qu'il y avait 60 volontaires qui étaient prêts à accueillir. Alors, voilà, les capacités en hébergement collectif, donc sur l'hébergement transit géré par une association qui coordonne l'ensemble, c'est 135. Sur les propositions reçues au niveau de la commune, alors sachant qu'on a reçu aussi des propositions d'habitants de communes juste à côté qui n'avaient pas mis en place encore à ce moment-là ce type de proposition, on avait dépassé les 60 foyers qui s'étaient proposés. Et à l'époque où j'en avais parlé, au bout de 2 jours, on était déjà à 20 foyers proposés qui représentaient 60 places à l'époque, grosso modo. Mais sachant que c'est des déclarations, donc ce sont des propositions. Aujourd'hui, on est en train de faire la vérification qui nous est demandée par l'État, sachant que cet accueil est d'un minimum de 3 mois. L'État, aujourd'hui, la préfecture, nous signale même de préciser que ça peut être très facilement 6 mois d'accueil. Et également de vérifier que ce soit des véritables chambres qui sont mises à disposition, puisque pour rester au minimum 3 mois, on ne peut pas dignement, même s'il y a des bonnes volontés en fait partout, hein, mettre à disposition le canapé lit en fait qu'on peut avoir dans le salon, hein, parce qu'à un moment donné, il faut réussir à vivre tous ensemble aussi pendant cette durée, c'est normal. Et puis d'insister aussi énormément sur l'accompagnement nécessaire, puisqu'on est avec des personnes qui sont traumatisées, qui ne connaissent pas du tout, pour la quasi-totalité de la langue française, qui peuvent être totalement perdus en fait dans un certain nombre de démarches. Et donc ça va demander aussi un accompagnement dans ce cadre-là, qui puisse rassurer et qui puisse être le plus bienveillant possible, mais avec parfois peut-être aussi un certain nombre de difficultés à dépasser. Et
c'est pour ça que je parlais automatiquement de l'accompagnement, nous, ici, du CCAS, des associations qui sont prêtes hein, dans ce cadre-là. La coordination de l'association référente aussi en global. Mais à un moment donné, c'est aussi un véritable engagement. Donc on doit être en mesure d'assurer, nous, à notre petit niveau de commune, d'assurer à l'État que les personnes qui sont proposées sont bien conscientes de cet engagement. Voilà. Donc on est en train de faire ce travail actuellement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour? Pour vérifier, contre, abstention, refus de vote, unanimité. Merci. Vous avez la liste des décisions municipales. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Oui? Non, mais c'est normal. C'est fait pour. Oui, c'était la décision 2022-7 du 4 mars pour l'attribution du marché location-maintenance de photocopieurs. Je voulais savoir si vous n'avez pas profité de la centrale d'achat. Enfin, j'ai cru comprendre qu'elle servait à ça, justement. Là. Si, c'est dans le cadre de la centrale d'achat. Ah d'accord, ok. Bon, ben voilà. Merci. D'autres questions? Eh bien, écoutez, nous avons terminé l'ordre du jour. Donc, la séance est levée. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci aux 2 personnes qui sont venues aussi assister à ce conseil municipal dans le public. Et puis, merci aux personnes qui ont pu y assister depuis chez elles où elles sont sur les réseaux et sur le site internet. Et merci aux personnes qui permettent ces diffusions.